Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en sciences politiques. Alors ce scrutin est finalement le premier d'une série de votes qui pourrait redessiner les lignes du paysage politique européen en France, en Allemagne dans quelques semaines. Est-ce que cela pourrait donner un élan à cette vague d'extrême droite qui est crainte ? Si on fait la trajectoire avec le Brexit et l'élection de Donald Trump, c'est vrai que c'est un peu le troisième étape. En tout cas, effectivement, donc l'élection concentre l'attention parce qu'il y a toute cette montée des populismes qui se confortent dans les élections, dans les scrutins. Et donc voilà, c'est un nouveau test supplémentaire en prévision des élections à venir, spécialement en France, oui. Alors on le voit là à côté de Marine Le Pen, mais contrairement à Marine Le Pen qui cherche à apparaître comme un parti de gouvernement, Geert Wilders a lui une rhétorique beaucoup plus ferme. Il traitait d'ailleurs le demi-million de Marocains qui vivent aux Pays-Bas de racailles, donc on va dire qu'il ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'une telle rhétorique peut être payante auprès de l'électorat néerlandais? Et puis pourquoi ? Elle l'est pour avoir un soutien électoral assez massif, mais elle ne l'est pas pour gouverner. D'autant que dans les Pays-Bas, donc on a un système qui est centré sur les élections, les suffrages proportionnels, et donc les gouvernements sont des gouvernements de coalition. Donc dans l'état actuel, Geert Wilders n'est pas en capacité de constituer un gouvernement de coalition. Donc il essaye d'avoir un capital électoral donc très élevé. Il a radicalisé son discours à cette fin, mais pas avec la perspective objective de gouverner, effectivement. Donc pourquoi est-il tant craint, finalement, y compris du côté européen, si de toute façon on sait qu'il ne peut pas dépasser ce plafond de verre, un peu comme Marine Le Pen, et ne peut pas gouverner? Parce qu'il incarne finalement la figure presque parfaite du leader populiste. C'est quelqu'un qui a mis au premier plan un certain nombre d'enjeux, notamment les enjeux migratoires, qui rappellent de manière plus ou moins fantasmée l'idée que la souveraineté relève du peuple, qui dénonce systématiquement donc, les dérives que nourriraient les institutions européennes. Il concentre vraiment toutes les propriétés qu'on pourrait attacher à un leader populiste. Et donc c'est pour ça qu'il focalise autant l'attention et dans son pays et en Europe. Alors en l'an 2000, dans un ouvrage que vous aviez coécrit avec Yves Mény, Par le peuple et pour le peuple, vous posiez une question qui est encore d'actualité. Vous disiez: le populisme peut-il contaminer jusqu'aux formations qui passent aujourd'hui pour respectables? Alors on le voit effectivement, il y a certains propos de l'extrême droite qui peuvent être repris par des candidats d'autres partis. Aujourd'hui, quelle est votre réponse à cette question finalement que vous posiez il y a 17 ans déjà? Oui, ce qu'on avait essayé de montrer, c'est que le populisme, c'est une structure idéologique et rhétorique assez simple qui tourne autour de plusieurs propositions. Donc la souveraineté du peuple, l'idée que les élites ou les institutions traditionnelles ont trahi, et la volonté de restaurer un âge d'or plus ou moins mythique qui restaurerait donc la souveraineté populaire. Donc comme c'est un argument extrêmement simple, donc il peut être mobilisé de manière plus ou moins circonstancielle par d'autres leaders politiques. À l'époque, on avait soutenu l'idée notamment que la campagne de 1995 de Jacques Chirac avait été pour partie donc axée sur un registre populiste. Et on le voit très bien en France actuellement. Donc on a parlé de basculement populiste à propos de la campagne de François Fillon. Et c'est vrai que la nouveauté par rapport à d'autres campagnes antérieures, c'est la mise en cause des institutions, donc, et notamment la dénégation de toute légitimité au pouvoir judiciaire. Alors on parle aujourd'hui d'une Europe qui a envie de se réformer. On voit l'Allemagne et la France qui portent le projet d'une Europe à deux vitesses finalement pour relancer l'Union européenne. 60 ans après la signature du traité de Rome qu'on va célébrer dans quelques jours, est-ce que le populisme peut réellement être une menace sur cette volonté de modifier le fonctionnement des institutions européennes notamment? C'est-à-dire que le populisme alimente un contre-discours à l'égard de l'Europe, c'est-à-dire qui porte au sens où effectivement il y a un déficit démocratique lié aux institutions européennes. Seul le Parlement européen est élu, ses fonctions sont bien inférieures à celles du Conseil européen. Donc il y a le sentiment assez facile finalement d'argumenter sur la dépossession et de la souveraineté populaire. Donc, oui, ceci dit, à la tête du Conseil européen, c'est les chefs d'État. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a un bouc émissaire européen en oubliant que c'est les chefs d'État qui décident de tout quand même. Et puis il faut dire aussi qu'il y a une absence de discours pédagogique de la part justement des leaders européens. Donc souvent le discours assez facile, c'est de mettre sur le dos de l'Europe un certain nombre d'obligations de réformes. Et donc pour éviter le blâme électoral ici dans leur pays, donc ils vont mettre sur le dos de l'Europe toute une série de pressions adaptatives, de réformes nécessaires. Tout ce succès également de ce discours populiste. Oui, puisque finalement ils arrivent à articuler donc ce diagnostic. Merci beaucoup, Surel.